théorème d'unicité peut être attribuable à Dynkin, mathématicien russe du XXe siècle, spécialiste en probabilité. Que dit-il? Que si on a un espace E B mu mesuré engendré par une partie E stable par intersection, c'est important, soit U' une autre mesure sur EB coïncidant avec mu sur E. On suppose qu'il existe une suite EN de E, telle que grand E soit la réunion des EN et que chaque mu de EN est inférieur à plus l'infini. Alors, mu' et mu coïncident sur B, c'est-à-dire mu' égale mu. Démonstration, B est donc engendré par E, donc E est inclus dans B, et on est sûr qu'il existe des parties A de E, telles que mu de A inférieur à plus l'infini. Il suffit de prendre par exemple A égale E1, ou n'importe quel EN. Soit donc A une telle partie, on note que mu' de A qui est égal à mu de A est inférieur à plus l'infini, puisque cette égalité c'est parce que A appartient à E, et on note DA l'ensemble des petits b appartenant à grand B, tels que mu de A inter B égale mu' de A inter B. E appartient à DA, parce que A inter E, ça fait A, qui appartient à E, et donc mu de A égale mu' de A, et donc ça nous fait que mu de A inter E est égal à mu' de A inter E. Donc E appartient à DA. Si x, y appartiennent à DA et que x est inclus dans y égale x union y moins x est une partie disjointe, et on a la même chose ici avec ça. Et xy appartient à DA, donc mu' de A inter x égale mu' de A inter x, mu' de A inter y égale mu' de A inter y. On a évidemment ça, puisque la partie est disjointe, et puis ça aussi parce que mu' est une mesure. D'accord? A inter x, A inter y, enfin tous ils sont inclus dans A, donc les mesures sont toutes dans R+, et j'en déduis que, grâce à toutes ces égalités, que mu' de A inter y moins x est égal à mu de A inter y moins x, et comme xy appartient à B, y moins x appartient à B en plus, donc y moins x appartient à DA. Enfin, si une suite xn est croissante de DA, mu de A inter xn égale mu' de A inter xn, quel que soit n appartenant à n, puisqu'il c'est dans DA. La suite A inter xn est croissante parce que la suite xn est croissante, elle est dans B bien sûr. X égale union xn est aussi dans B. A inter x est égal à A inter l'union des xn égale union des A inter xn. Et comme la suite est croissante, ça fait sub des A inter xn. Du coup, mu de A inter x est égal à sub des mu de A inter xn, mais chaque mu de A inter xn est égal à mu' de A inter xn, et sub des mu' de A inter xn est égal à mu' de A inter x, puisque mu' est une mesure. Donc, je sais bien que x, c'est-à-dire l'union des xn, appartient à DA. J'en déduis que DA est une classe monotone qui contient E, parce que si x appartient à E, donc x appartient à B, A inter x appartient à E, parce que E est stable par multiplication, et donc mu' de A inter x va être égal à mu de A inter x, puisqu'il appartient à E. Et donc, ça veut dire que x va donc appartenir à DA. D'accord? Voilà. Et alors, donc c'est fait. Alors maintenant, je vais dire que E est stable par intersection, qu'il engendre B. Donc d'après le lemme de classe monotone, puisque j'ai affaire à une classe monotone, B va être inclus dans DA. Et comme DA est inclus dans B, puisque les éléments de DA, c'est des éléments de B, j'en déduis que DA est égal à B. Et donc, maintenant, je prends grand B, petit b appartenant à grand B. Je peux écrire que B égale B inter E, c'est-à-dire B inter l'union des EN, égale l'union des B inter EN. Les mu de inter EN sont inférieurs à plus l'infini, et EN appartient à E. D'accord? Donc, ça veut dire que D de EN, là, D de EN est égal à B, puisque j'ai mu de EN est inférieur à plus l'infini, EN appartient à E. Donc, j'ai démontré avant que D de EN est égal à B. Donc, mu de EN inter B va être égal à mu' de EN inter B. Mais ma suite B inter EN, elle est croissante. Mu de B est égal à sub des mu de B inter EN. Et comme les mu de B inter EN sont égaux à mu' de B inter EN, je vais obtenir ça. Et comme mu' est une mesure, ça me fait mu' de B. Donc j'obtiens que mu' de B égale mu de B, quel que soit petit b appartenant à grand B,
Donc mu' égale mu, et c'est fini. On peut remarquer que si EB est mesuré engendré par E stable par intersection et que grand E appartient à cet ensemble, et que mu de E est inférieur à plus l'infini, alors si mu' est une mesure sur EB coïncident avec mu sur E, alors mu' égale mu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on prend EN égale E, puisqu'on a fait comme hypothèse que E appartient à E. Donc il appartient à E, quel que soit N appartenant à N. Et donc on applique ce qu'on a vu avant, et ça donne bien mu' égale mu. Donc c'est bien théorème d'unicité de la mesure sur EB. Voyons maintenant la notion de couple d'une partie de E1 croix E2. E1, B1, E2, B2 sont mesurables. E est une partie de E1 croix E2. La coupe de E en X appartenant à E1, c'est l'ensemble des Y appartenant à E2 tel que XY appartient à E, et on note comme ça. Et la coupe de E en Y appartenant à E2, c'est l'ensemble des X appartenant à E1 tel que XY appartient à E, et on note comme ça. Si E est de la forme A3B, avec A inclus dans E1, B inclus dans E2, E de X point est égal à vide si X n'appartient pas à A, parce qu'à ce moment-là, on n'aura jamais XY appartient à A croix B. Et puis, si X appartient à A, eh bien, pour avoir XY appartient à A croix B, il suffit d'avoir Y appartient à B, donc cet ensemble est égal à B. De même, E.Y égale vide si Y n'appartient pas à B, et est égal à A si Y appartient à B. Si E est un rectangle à croix B, donc A appartient à B1, B appartient à B2, E x point, on l'a vu, est égal à vide ou B, donc il appartient à B2, et de même, E de point Y appartient à B1. Si E appartient à la tribu engendrée par B1, B2, alors E de x point appartient à B2, E de point Y appartient à B1, quel que soit X appartenant à E1, et Y appartient à E2. Démonstration, on prend X appartient à E1 et on considère l'ensemble T des parties E de E1 croix E2 tel que E x point appartient à B2. Montrons que c'est une tribu sur E1 croix E2. E de vide point, c'est l'ensemble des Y appartenant à E2 tel que XY appartient à vide, donc c'est vide, donc vide appartient à T, soit E appartenant à T et E x point, donc E x point va appartenir à B2. E bar de x point, c'est l'ensemble des Y appartenant à E2 tel que XY n'appartient pas à E, puisqu'il appartient à E bar. Donc c'est E2 privé de l'ensemble des Y tel que XY appartient à E, donc c'est E2 moins EX point. Et EX point, il appartient à B2, qui est une tribu sur E2, donc ça va appartenir à B2. Donc E bar de X point appartient à B2, donc E bar appartient à T. Si En est une suite quelconque de T, En de X point appartient à B2, quel que soit N, on considère E la réunion des En. Dire que Y appartient à EX point, ça équivaut à dire que XY appartient à la réunion des En, et donc il existe n tel que XY appartient à En, ce qui équivaut à dire qu'il existe n tel que Y appartient à En de X point. Donc EX point est égal à l'union des En de X point. Or, chacun d'entre eux appartient à B2, donc la réunion appartient à B2, et donc E appartient à T, qui est donc une tribu. Si E est un rectangle, on a vu que EX point appartient à B2, donc E appartient à T, donc les rectangles sont dans T. Donc la partie qu'ils engendrent est inclue dans la tribu T. D'accord? Donc B1, donc la tribu qu'ils engendrent. Donc B1, B2 est inclus dans T. Donc, puisque B1, B2 est inclus dans T, à chaque fois que je prends E appartenant à B1, B2, je vais avoir E de X point qui appartient à B2. C'est-à-dire que j'applique la définition de T qui était là. Eh ben, c'est exactement ce que je voulais démontrer. De même, quel que soit E appartenant à l'attribut produit, on a E de point Y appartient à B1. D'accord? Pour Y appartenant à E2. Et là, c'était quel que soit X appartenant à E1. Donc la propriété est démontrée. Si E1, B1, E2, B2 sont mesurables et que F est mesurable sur E1 croix E2, alors quel que soit XY appartenant à E1 croix E2, F de X point, application partielle qui a Y appartenant à E2 associe F de XY est B2 mesurable, c'est une fonction de E2 vers R bar, donc en fait elle est E2, B2, R bar mesurable, et puis celle-là est B1 mesurable. Démonstration, soit B appartenant à B R bar, comme F est mesurable, F-1 de B appartient à l'attribut produit B1, B2. F de X point moins 1 de B, c'est l'ensemble des Y tels que appartenant à E2
tel que f de xy appartient à b. Donc c'est l'ensemble des y appartenant à 2 tel que xy appartient à f moins 1 de b. D'accord? Donc c'est f moins 1 de b de x point. Mais f moins 1 de b appartient à l'attribut b1, b2. Donc f moins 1 de b de x point appartient à b2. Ce qui veut dire que f de x point moins 1 de b appartient à b2, quel que soit b appartenant à b bar. Donc f de x point est bien mesurable et on fait la même chose avec f.y. Théorème E1, B1, mu1, E2, B2, mu2 mesuré, mu1, mu2, sigma fini, E appartenant à l'attribut produit. Les applications phi E, on connaît déjà, hein, qui a x appartenant à 1 associe mu2 de E x point. Alors ça, on a le droit de le faire parce que ça appartient à B2. Et psi E, qui a y appartenant à E2, associe mu1 de E.y. Ça aussi, ça appartient à B1. Alors ça appartient à B2 parce que E appartient à l'attribut produit. Et ça, c'est parce que E appartient aussi à l'attribut produit que E.y appartient à B1. Alors, phi E est mesurable, psi E aussi, et leurs intégrales, enfin, il y en a une c'est sur E1, l'autre sur E2, sont égales. Et en plus, si E est un rectangle, c'est-à-dire E égale A croix B avec A appartenant à B1, B appartenant à B2, donc E appartient à l'attribut produit, alors intégrale de phi E égale intégrale de psi E est égale à ça en plus, mu1 de A, mu2 de B. Ça, je l'appelle 1. Démonstration, on appelle P de E la propriété à démontrer, c'est-à-dire 100. Que les deux sont mesurables et que les intégrales sont égales. Première étape, E est un rectangle A croix B. Phi E de x est égal à mu2 de E de x point. Ça fait mu2 de x si x n'appartient pas à A, mu2 de B si x appartient à A. Donc, en fait, ça fait ça. Parce que 1A de x si x n'appartient pas à A, ça fait 0. Et sinon, parce que mu2 de x de vide, évidemment, ça fait 0. Et dans l'autre cas, ça fait mu2 de B. Donc, c'est une fonction mesurable. L'intégrale de phi E sur E1, ça va être égal à l'intégrale sur E1 de mu2 fois 1A des mu1. Je sors le mu2 de B. Et donc, ça me fait ça. Ça, c'est mu1 de A. Donc, voilà, j'ai trouvé le mu1 de A multiplié par mu2 de B. De même pour psi E, qui va être aussi égal à ça. Je ne le fais pas, c'est pareil. Et donc son intégrale va être égale à ça aussi. Donc égale à celle de phi E. Donc P de E est vrai pour tous les rectangles. Et en plus, on a démontré 1. Étape 2, parce qu'en fait, la démonstration totale va être très très longue, en plusieurs étapes. E et F appartenant à l'attribut produit, E incluant F, P de E et P de F sont vrais. Montrons que... Alors, on suppose en plus que F est inclus dans un rectangle. Alors, on va montrer que P de F moins E est vrai. U croix V est égal à F union X, où X est égal à U croix V privé de F. Donc, c'est une réunion disjointe. U croix F de X.0 égale l'ensemble des Y tels que X croix F appartient à UV, à U croix V. Donc, c'est l'ensemble des Y tels que XY appartient à F, union ensemble des Y tels que XY appartient à X. Donc, disjoint. U croix V de X.0 égale 0 si X n'appartient pas à U et V si X appartient à U. Donc, mu2 de ça va être inférieur ou égal à mu2 de V qui est inférieur à plus l'infini. Et donc, mu2 de ça va être inférieur à plus l'infini. Donc, phi f de x point est inférieur à plus l'infini, quel que soit x appartenant à E3. Alors, f est égal à E union f moins E, disjoint. Donc, f de x point, qui est l'ensemble des y tels que xy appartient à f, est égal à l'ensemble des y tels que xy appartient à E, union l'ensemble des y tels que xy appartient à f moins E. D'accord? Donc ça fait f x point union f moins e x point disjoint.
on applique la mesure, et donc ça nous donne phi f de x égale phi e de x plus phi f de f moins e de x. Il faut bien voir qu'on peut le faire parce que bon, on peut toujours le faire en fait, hein, c'est une addition, on peut toujours le faire. Mais là en plus, on va avoir que des nombres réels. Bon, je vais en parler tout de suite. Ça c'est vrai, quel que soit x appartenant à E3, donc ça me donne ça. Et donc, ça, oui, voilà, c'est ça. Je vais pouvoir faire la soustraction, pourquoi? Parce que phi f est inférieur à plus l'infini. Or là, les phi f, phi e, phi f moins e, c'est tous positifs. Donc ça veut dire qu'ils sont tous inférieurs à l'infini. J'ai affaire à 3 réels. Donc je peux soustraire. Et donc ça me fait ça, quel que soit x appartenant à E3, donc phi de f moins e égale phi f moins phi e. Et comme phi f et phi e sont mesurables parce que p de e et p de f sont vrais, alors j'obtiens une fonction mesurable. Bon, l'intégrale de phi f est égale à l'intégrale de phi e plus l'intégrale de phi f moins e. Mais d'après le petit 2 qui est ici, f de x point va être inclus dans u croix v de x point 0. F de x point va être inclus dans u croix v de x point. Donc, phi de f de x va être inférieur ou égal à phi de u croix v de x point. Et donc, quand je prends les intégrales, ça va me faire que l'intégrale de phi f des mu1 sur 1 est inférieure ou égale à celle de phi de u croix v des mu1 sur 1. Et celle-là, je sais combien elle vaut, parce que je l'ai calculé ici dans l'étape 1, ça fait mu1 de u, mu2 de v, et c'est inférieur à plus l'infini. D'accord? Donc, j'ai phi f, qui est égal à phi e plus phi f moins e. Tout ça, c'est des nombres que quand j'applique x, ça appartient à R, tout ça. Je prends les intégrales, d'accord? Bon, et comme les fonctions sont positives, oui, ça appartient à R+, la plus grande, c'est celle-là. Or, celle-là, elle est inférieure à plus l'infini, d'accord? Donc, les autres vont, celle-là, la plus grande. C'est-à-dire, l'intégrale de f, c'est la plus grande, elle est inférieure à plus l'infini. Donc, les autres aussi vont être inférieures à plus l'infini. Je vais pouvoir dire que intégrale de phi de f moins e est égale à intégrale de phi de f moins intégrale de phi de e. D'accord? Voilà. De même, psi de f moins e est mesurable. Bon, c'est la même chose, je ne refais pas la démonstration. Et l'intégrale de psi de f moins e est égale à l'intégrale de psi de f, une erreur ici, moins l'intégrale de psi de e. Mais, comme on a supposé p de e et p de f vrai, l'intégrale sur 1 de phi f est égale à l'intégrale sur 2 de psi f. Et l'intégrale de phi e est égale à l'intégrale de psi e. Donc, comme on a ça et ça, on en déduit que l'intégrale de phi de f moins e sur E1 est égale à l'intégrale de psi de f moins e sur E2. Et donc que la propriété est vraie pour f moins e, et c'est ce que je voulais démontrer. Mais attention, hein, dans un cas très particulier où f est inclus dans le rectangle u croix v. Suite de la démonstration, étape 3, on a une suite Fn croissante de B1, B2, telle que la propriété Fn est vraie quel que soit n. On considère f égale l'union des Fn, et on doit montrer que P de f est vrai. Démonstration en prenant xy appartenant à E1 croix E2. Xy appartient à f équivaut à il existe n appartenant à n tel que xy appartient à Fn, équivaut à il existe n appartenant à n tel que y appartient à fn point, ce qui équivaut à dire que y appartient à l'union des fn x point. Donc fx point est égal à l'union des fn x point. De plus, si xy appartient à fn, alors xy appartient à fn plus 1 car la suite est croissante, donc fn de x point est inclus dans fn de x point, à cause de ça. Donc, la suite fn de x point est croissante. Donc, on a f de x point qui est égal à sub des fn de x point.
Et donc, la mesure de f de x point va être égale à sup de mu2 de fn x point. Tout ça, ça appartient à l'attribut produit, hein, puisqu'on a des réunions, donc ça, des réunions d'éléments qui appartiennent à B1, B2. Donc, pas de souci pour écrire ça. Phi de f1 de x, phi f1 de x est égal à mu2 de fn de x point, qui tend vers phi f de x, hein, qui tend en croissant, d'accord? Et donc phi de fn tend simplement vers phi f, et donc comme les phi fn sont mesurables, alors ils sont mesurables parce que fn vérifie la propriété p, on en déduit que phi f aussi. Et on en déduit aussi, donc, puisqu'on a ça, alors donc là ça tend en croissant, hein, d'accord? Parce que la suite des fonctions phi n est croissante, eh bien l'intégrale de phi f sur 1 est égale au sup sur n des intégrales de phi fn, hein, et donc ça fait limite de phi fn, hein, et de même on va avoir psi f qui sera mesurable et l'intégrale de psi f qui sera égale à la limite des psi fn. Mais quel que soit n, puisqu'on a la propriété vraie pour fn, hein, eh bien l'intégrale de phi fn sur 1 est égale à l'intégrale de psi fn sur 2, et donc ça c'est égal à ça, donc non, ça c'est égal à ça, donc leurs limites vont être les mêmes, et donc l'intégrale de phi f sur 1 est égale à l'intégrale de psi f sur 2, et donc la propriété p de f est vraie. Étape 4, fn cette fois-ci est une suite d'éléments 2 à 2 disjoints de B1, B2 tels que p de fn, pareil, f égale l'union des fn, on pose xn est égal à l'union de 0 à n des fk, qui appartient à ça, qui est croissant, la suite xn est croissante, et évidemment f égale l'union des fn égale l'union des xn. Xn point est égal à l'ensemble des y tels que xy appartient à ufk, et donc ça c'est égal à l'union sur n, parce que x et y appartient à ufk, ça équivaut à dire qu'il existe un k tel que xy appartient à fk, et un seul parce que les fk sont 2 à 2 disjoints. Donc ça équivaut à dire que donc cet ensemble est égal à celui-là, et ça c'est une union disjointe, et donc c'est l'union de 0 à n des fk de x point. Donc mu2 de xn point va être égal à la somme des mu2 de fk x point, et donc ça nous fait que phi xn est égal à la somme des phi fk. Et comme les phi fk sont mesurables, ça fait que phi xn est mesurable. Alors phi fk est mesurable puisque les fk vérifient la propriété p. Et par ailleurs, de ça, on obtient que l'intégrale sur 1 est égale à la somme des intégrales. Voilà. De même pour psi k, pour psi f qui est mesurable avec son intégrale qui est égale à ça. Mais comme ces intégrales-là sont égales, tout simplement parce que fk vérifie la propriété p, d'accord? Donc on a ça quel que soit k, d'où on en déduit que l'intégrale de phi fn est égale à l'intégrale de psi xn. Phi xn égale l'intégrale de psi xn. Ce qui veut dire que xn vérifie la propriété p, hein, puisqu'on a dit que les phi xn, psi xn étaient mesurables et puis que les intégrales sont les mêmes. Donc, elle vérifie la propriété p, et d'après ce qu'on a vu précédemment, puisque la suite xn est croissante, on a donc p de l'union des xn qui est vrai, et comme l'union des xn c'est l'union des fn, et là on a p de l'union des fn. Étape 5, on a les deux mesures qui sont sigma finies, donc il existe xn, une suite disjointe de B1, telle que E1 est égal à l'union des xn, et yn, une suite disjointe de B2, telle que E2 est égal à l'union des yn, avec mu1 de un qui est toujours inférieur à plus l'infini, mu2 de n qui est toujours inférieur à plus l'infini, quel que soit mn, soit E appartenant à l'attribut. Emn est égal, par définition, à E inter xm croix yn. Donc ça appartient à B1 croix B2, parce que les deux appartiennent. Et c'est égal, E est égal à E inter E, et non, inter E1 croix E2, pardon, est égal à E inter, et je remplace E1 et je remplace E2, puis ensuite je distribue, et j'obtiens E inter
l'union des xm croix xn, c'est-à-dire l'union des e inter xm croix xn. Et ça, c'est une réunion dénombrable. Hein, donc, c'est une réunion dénombrable des xmn. Et pour mn différent de j, on a soit m qui est différent de i, soit m différent de j. Si m est différent de i, xm inter xi est égal à vide. Dans le cas, c'est yn inter yj qui est égal à vide. Bref, dans tous les cas, on a emn qui est inter EIJ qui est égal à vide, donc c'est une réunion disjointe. C'est une réunion disjointe et de plus, EMN est inclus, par définition, est inclus dans XM croix YN. Tout ça, ça pourra servir par la suite. Soit C, l'ensemble des E appartenant à B1 croix B2, donc mesurable, tel que P de EMN soit vrai. Si E est un rectangle, il est de la forme U1 croix U2 avec U1 appartenant à B1, U2 appartenant à B2, et EMN va être égal à U1 croix U2 inter XM croix YN, donc elle va être égale à U1 croix XM inter U2 croix YN, et ça c'est un rectangle. Et les rectangles, ils vérifient la propriété P. Donc P de EMN va être vrai quel que soit Mn, et donc E appartient à C. On a donc tous les rectangles qui sont dans C. D'accord? En particulier le grand rectangle 1, 3 et 2 qui appartient à C. Eh bien, on va montrer que C est une classe monotone. Soit EF appartenant à C, tel que E est inclus dans F. F est donc égal à E union F moins E, c'est une réunion disjointe. Et F de ça, on tire que F inter xm croix yn est égal à E inter xm croix yn union F moins E inter xm croix ym. Et donc Fmn est égal à Emn union F moins E mn, et que c'est disjoint. Donc F moins E mn est égal à Fmn moins Emn. Emn est inclus dans Fmn parce que tout simplement E est inclus dans F, hein, donc quand on fait l'intersection, ça c'est inclus là-dedans. Emn, Fmn appartiennent à B1 croix B2 puisque E et F appartiennent à B1 croix B2, et, enfin à B1 B2, l'attribut produit, pardon, et que Xm croix Yn aussi. On sait que puisque EF appartiennent à C, P de EM est vrai et P de Fmn est vrai. Et enfin, on sait que Fmn est inclus dans Xm croix Yn, donc dans un rectangle. Donc d'après la partie 2, P de Fmn moins Emn est vrai. Et donc, comme Fmn moins Emn, c'est F moins Emn, P de F moins Emn est vrai, quel que soit Mn, donc F moins E appartient à C. Enfin, si Fk est une suite croissante de C, Fmnk est égal à Fk inter xm croix yn, et pour Mn fixé, Fmnk, la suite est donc croissante parce que Fk sont croissants, et P de Fmnk est vrai, oui, parce que les Fk c'est une suite de C. P de Fmnk est toujours vrai. L'union des K pour Mn fixé, donc union des pour K des Fmnk est égale à l'union des Fk inter xm croix yn, et donc c'est l'union des Fk inter xm croix yn. Je vais appeler ça F, avec F qui est l'union des Fk, donc voilà, c'est ça, qui appartient à B1, à l'attribut B1-B2. D'accord? Et ça fait donc Fmn. Donc, de ça, j'en déduis que Fmn est égal à l'union des Fmnk. Et d'après l'étape 3, puisque les Fmnk vérifient, alors ici c'est Fmnp, enfin Fmnk vérifie la propriété P, et bien, et que c'est une suite croissante, je sais qu'il en est de même pour Fmn. Donc Fmn est vrai quel que soit Mn, et donc F égale union des Fk appartient à C.
Donc de tout ça, on en déduit que c'est une classe monotone sur E1 croix E2, qu'elle contient les rectangles, mais on sait que B1, B2 est la plus petite classe monotone qui contient les rectangles, donc en fait, on a cette inclusion, donc quel que soit E appartenant à B1, B2, on a E qui appartient à C, et donc on a P de E et Mn. Alors si maintenant on prend un E, donc oui, appartenant à B1, B2, bah, on a donc E qui peut s'écrire comme réunion dénombrable et puis 2 à 2 disjointes de E et Mn, ça on l'a déjà vu, avec P de E et Mn qui est toujours vrai, quel que soit Mn. D'après l'étape 4, cette réunion dénombrable là, et 2 à 2 disjointes, et bien on sait qu'elle vérifie la propriété P, donc P de E est vrai, ce qui veut dire que phi E est mesurable, que psi E est mesurable, et que leurs intégrales sont les mêmes. Et donc on arrive au résultat du fameux théorème. Voilà, donc définition E1, B1, mu1 et E2, B2, mu2 étant mesurés et puis avec des mesures qui sont sigma fini, parce que ça c'est très important, et j'avais oublié de le dire, sigma fini, eh bien on définit mu sur l'attribut produit à valeur, donc une application qui est à valeur dans R bar plus, car quel que soit B appartenant à l'attribut produit, mu de B est égal à l'intégrale de phi B sur E1 des mu1, où phi B c'est l'application qui a X appartenant à E associe mu2 de B de X point qui appartient à R bar plus, et ça c'est possible parce que comme B appartient à l'attribut, on sait que Bx point appartient à B2, et donc on peut envisager sa mesure. On a démontré, donc c'est le résultat du fameux théorème, qu'alors mu B est égal à l'intégrale de psi B sur E2, et psi B étant l'application qui a Y appartenant à E2 associe mu1 de B point Y appartenant à R bar plus. Et on sait que si B est un rectangle, UV, U appartient à B1, V appartient à B2, alors mu B est égal à mu1 de U, multiplié par mu2 de V. Ça, on l'a aussi démontré. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à démontrer? Ben, il nous reste à démontrer que mu est une mesure sur l'attribut produit B1, B2, et c'est ce qu'on va faire. Théorème. Mu, la mesure produit mu1, mu2, est une mesure sigma finie sur l'attribut produit B1, B2. L'espace E1 croix E2, B1, B2, mu1, mu2 est mesuré. Démonstration, quel que soit B appartenant à l'attribut produit, phi B est supérieur ou égal à 0, donc son intégrale est supérieure ou égale à 0, donc mu de B est supérieur ou égal à 0. Vide de x0, x point qui est égal à l'ensemble des y, tel que xy appartient à vide est égal à vide, donc phi de vide de x est égal à mu2 de vide égale 0, et donc l'intégrale de phi vide c'est l'intégrale de 0, donc ça fait 0, donc mu de vide est égal à 0. Pour la sigma additivité, on prend une suite fn disjointe de B1, B2, xn est égal à l'union de 0 à n des fk qui appartient à B1, B2, elle est croissante, et l'union des xn égale l'union des fn égale f, c'est classique. On a vu étape 4 que l'intégrale de phi xn est égale à la somme des intégrales de phi fk, et donc mu xn est égal à la somme de 0 à n des mu de fk. Et étape 3, on a vu que l'intégrale de phi f est égale à la sup des intégrales, au sup des intégrales de phi xn, hein, parce que xn est croissante. Donc mu de f est égal à l'intégrale de phi f des mu1, et donc égal à la limite quand n tend vers plus l'infini des sommes de ça, c'est-à-dire somme de 0 à plus l'infini des mu de fk, ce qui donne la sigma additivité, donc mu est une mesure. Elle est sigma finie parce que 1 croix 2 peut s'écrire comme une réunion disjointe de rectangles comme ça, et avec E1 qui est égal à l'union des xn, E2 l'union des yn, tous disjoints. Ça on peut l'écrire parce que mu1, mu2 sont sigma finis, xn appartenant à B1, yn appartenant à B2, tout ça j'ai déjà dit, hein, et les mesures inférieures à plus infini. Alors, mu de Emn est égal à mu1 xm multiplié par mu2 de yn est inférieur à plus l'infini.
D'accord? Et donc on voit que 1 croix 2 est recouvert par des rectangles, chacun de mesure inférieure à plus l'infini. Donc ça dit bien que la mesure est sigma fini. C'est l'unique mesure sur B1, B2 vérifiant mu de U croix V égale mu1 de U, mu2 de V, quel que soit U appartenant à B1 et V appartenant à B2. En effet, l'ensemble des rectangles engendre B1, B2, et l'ensemble des rectangles est stable par intersection, de plus E1 croix E2 peut être recouvert, on l'a vu avant, on a trouvé un recouvrement dénombrable. Alors là, je l'écris un peu autrement, là c'est une union sur N2, je peux le ramener à une réunion qui s'écrit comme ça, de xi, où les xi sont des rectangles. Et comme quel que soit i, mu de bi est inférieur à plus l'infini. Eh bien, on sait d'après le théorème de Dynkin que si mu' est une mesure sur B1, B2 qui coïncide avec mu sur les rectangles, alors mu' est égal à mu. Donc, c'est ce qu'on applique ici. Si on note lambda, la restriction de la mesure de Lebesgue lambda, qu'on a définie sur B lambda, mais là je m'intéresse à BR. Si on prend sa restriction, on sait que les restrictions sont des mesures aussi. Alors on appelle mesure de Lebesgue sur R2, BR2, la mesure produit bêta égale lambda produit des deux, donc mesure égale à lambda. Elle est sigma fini, car lambda est sigma fini, et c'est la seule mesure sur R2, BR2, qui vérifie quel que soit I1, I2 appartenant à IR au carré, deux intervalles donc du type AB, bêta I1 croix I2 est égal à... Oui, alors c'est la seule mesure, donc je l'ai appelé bêta, donc ici c'est logique d'écrire bêta I1, ah non, pardon, c'est bien lambda, c'est égal à lambda I1 fois lambda I2, pardon. C'est-à-dire bêta de AB croix CD égale B moins A, facteur de D moins C, avec des réels, vérifiant ça. Démonstration, eh bien IR, on sait qu'il engendre BR, et que R est un recouvrement d'éléments de IR, donc on a un théorème qui nous dit que les rectangles engendrent BR2. De plus, R2, eh bien, R2 peut s'écrire comme un recouvrement par ces rectangles de IR croix IR, d'accord? Et un recouvrement dénombrable. Et puis, bêta de moins n croix moins n, puisqu'on les recouvre par des comme ça, eh bien c'est inférieur à plus l'infini. Donc, et en plus, l'ensemble des rectangles est stable par intersection. Donc là aussi, en appliquant le théorème de Dynkin, si mu est une mesure sur BR2 vérifiant mu de I1 croix I1 égale lambda I1, lambda I2 sur les rectangles, ben ça veut dire qu'elle coïncide avec bêta sur les rectangles, et donc d'après ce fameux théorème, eh bien elle coïncide avec bêta sur BR2. Donc on a mu égale bêta, unicité. On considère les EI, BI, MUI des espaces mesurés, les MUI toutes sigma fini. Alors il existe une unique mesure mu notée comme ça, sur E égale le produit des EI, B l'attribut produit, tel que X égale pi de XI avec les XI appartenant à BI, c'est-à-dire un rectangle. Et bien si on a un rectangle, mu de X est égal au produit des mesures MUI XI. Démonstration par récurrence sur N. N supérieur ou égal à 2, on a vu que c'était vrai à l'ordre 2. Alors ça, en fait, ce qu'on veut démontrer, c'est une généralisation de ce qu'on a vu à l'ordre 2. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n, on considère n plus 1 espace mesuré avec des mesures sigma finies. E est égal au produit des n plus 1 espaces, peut s'écrire f croix E n plus 1, où f est égal au produit des n premiers espaces, soit B l'attribut produit sur F, la mesure produit alpha. On sait que alpha est sigma fini, donc bêta est égal à alpha, la mesure produit
alpha mu n plus 1 est une mesure sur f croix en plus 1, b croix bn plus 1. Et si xi, si je prends des xi appartenant à bi, je considère donc que ce rectangle, c'est un rectangle de fp, donc alpha a est égal à produit de 1 à n des mu i de xi, et ça peut s'écrire comme ça, et du coup ça devient un rectangle de E avec ça, et donc ça fait que bêta de A fois croix xn plus 1, c'est alpha de A mu n plus 1 de xn plus 1, mais alpha de A, c'est ça, donc j'obtiens ça. Donc bêta est une mesure, ça je le sais, hein, que bêta est une mesure sur B, et là ce que je viens de voir, c'est qu'elle vérifie la propriété 1. Voilà, donc j'ai trouvé une mesure qui vérifie la propriété 1. Et donc, ça veut dire que la propriété est vraie à l'ordre n plus 1 et donc toujours vraie. Ça prouve l'existence. Mais maintenant, il faut prouver l'unicité. Supposons que mu' soit une mesure là-dessus, coïncidant avec mu, sur l'ensemble R des rectangles qui sont comme ça. Je reviens à l'ordre n. On sait que R est stable par intersection et engendre B. Comme les mu i sont sigma fini, quel que soit i allant de 1 à n, il existe une suite croissante de di, telle que les mu i sont mu i de eip est inférieur à plus l'infini, et ei est l'union des eip. Alors quand je dis l'union, c'est p qui varie de 1 à l'infini. Donc xp est égal au produit de 1 à n des eip. Cette suite-là, elle est croissante puisque chaque eip est croissante. Donc suite croissante de R, et E est égal à l'union de xp. Si on n'est pas convaincu, on prend x appartenant à E. Et pour tout i, il existe pi tel que xi appartient à un truc comme ça, parce que xi appartient à ei. Donc grâce à ça, on peut dire qu'à partir d'un certain rang, il appartient à ça. D'accord? Et donc voilà. Et en posant p égale le sub dpi pour i égale 1 à n, je vais avoir que cet x appartient au produit de 1 à n de ça, c'est-à-dire à xp. Et donc il va appartenir à xk, quel que soit k supérieur ou égal à p, puisque j'ai une suite croissante. Et donc pour tout x, ça marche, et donc ça veut dire que E est l'union des xp de 1 à l'infini. Et par ailleurs, mu de xp, comme xp est un rectangle, c'est produit des mu i de eip, et donc ils sont tous inférieurs à plus l'infini. Donc ça aussi, ça va être inférieur à infini, plus infini, quel que soit p. J'applique alors le théorème de Dynkin, hein, et donc comme mu est... alors ce que j'ai appelé mu, c'est le produit des mesures, hein, et mu prime, voilà. Comme mu et mu prime coïncident sur les rectangles, que les rectangles sont stables par intersection, et que j'ai pu recouvrir E par des xp vérifiant ça, et bien le théorème de Dynkin me dit que mu prime est égal à mu, et c'est très bien. Voilà, oui, parce que les rectangles engendrent, il faut quand même le dire, hein. J'ai peut-être pas dit ça, et engendrent bien, oui, je l'ai mis ici, c'est bon. Associativité, EI, BI, MUI, des espaces mesurés, donc il y en a n plus P avec des mesures sigma finies, alors j'ai cette relation d'associativité. Démonstration, j'appelle alpha le produit des n premiers, et puis bêta des P suivants, et donc ça c'est une mesure sur cet espace, et ça c'est une mesure sur cet espace. Alors cet espace-là, je l'appelle E, et puis avec s'attribut B, celui-là E' et s'attribut B'. Mu égale le produit des deux mesures est une mesure sur E croix E', B croix B', mais ça on sait que c'est identifiable à ça, hein, on l'a déjà vu, voilà. Et si je prends des rectangles, donc si je prends un rectangle comme ça, donc avec des xi appartenant à vi, je vais avoir mu de pi de 1 à n plus p des xi, ça va être alpha des n premiers, parce que ça je peux dire que c'est le produit de ça par ça. Donc je vais faire alpha ça fois bêta celui-là, d'accord? Voilà, puisque j'ai un rectangle de B, un rectangle de B'. Mais ça, ça je sais que c'est le produit de 1 à n des mu i xi, et ça c'est le produit de n plus 1 n plus p des mu i xi.
Donc je vais avoir que mu de 1 à n plus p dxi est égal à produit de 1 à n plus p des mu i xi. Donc ça veut dire que mu et celle-là coïncident sur les rectangles de E. D'accord? Et donc on a vu qu'il y avait unicité de la mesure là-dessus. Donc ça veut dire que mu est égal de la mesure coïncidant, vérifiant ça sur E, sur les rectangles. Hein? C'est-à-dire que les deux mesures que j'ai, celle-là et celle-là, elles vérifient toutes les deux, elles vérifient ça. D'accord? Et moi, je sais qu'il n'y a qu'une unique mesure qui vérifie ça. Donc ça veut dire que mu est égal à ça. Or, mu, c'était quoi? Eh bien, mu, c'était ce que j'avais appelé mu, c'était alpha, le produit de alpha et de bêta. C'est-à-dire, c'était ça, produit ça. Et donc, voilà, j'obtiens bien le résultat escompté. Le cas de R puissance n et de l'espace mesurable Rn uni de la tribu borélienne Brn, on note bêta n, le produit de 1 à n des mesures, où lambda c'est la mesure de Borel-Lebesgue, j'aurais pu noter bêta aussi, sur Br. On l'appelle mesure de Borel-Lebesgue justement celle-là. L'espace Rn, Brn, bêta n est mesuré. Alors cette mesure, on la notera souvent lambda n au lieu de bêta n, parce que on va voir qu'on peut l'étendre à un domaine qui est plus grand que Brn, et donc bêta n apparaîtra comme étant la restriction de lambda n. Lambda n, ce sera la mesure complétée de bêta n. Voilà, on considère un pavé ouvert P. Alors la mesure de P est égale à ça, parce que chacun de ces intervalles appartient à Br. Et donc ça fait ça. Si on remplace un ou plusieurs des AIBI par ça, on a un pavé Q qui va être fermé ou demi-ouvert, de même mesure que P. Bêta n de P égale bêta n de Q. En effet, ces intervalles-là appartiennent tous à Br et leur mesure est la même que celle-là. Et donc, si Q est égal à produit de 1 à n des JK, avec des intervalles qui sont comme ça, eh bien bêta n de Q va être égal à produit de 1 à n des lambda de JK, et donc sera égal au produit des lambda de 1 à n des lambda de IK. Et là, le IK, c'est un intervalle comme ça, AKBK. Et donc, ça fait bêta n de P. Voilà. Donc, en fait, quand on parle d'un pavé, on se fiche quand on parle d'un pavé de Rn et quand on parle de sa mesure, on se fiche de savoir s'il est fermé, demi-ouvert ou ouvert. Si P est égal au produit de 1 à n des IK, donc un pavé, et où les intervalles IK sont ouverts, fermés et demi-ouverts, mais qu'ils ont tous la même longueur A, c'est-à-dire que les BI moins AI valent tous A, alors P est appelé un hypercube, on dit parfois un cube, mais c'est mieux de dire hypercube en dimension n supérieure à 2, ouvert, fermé ou demi-ouvert d'arête A, et de mesure, sa mesure, ce sera bêta n de P égale pi de produit de 1 à n des A, et donc ça fera A puissance n.